Bonjour à tous, c'est la suite de notre saison spéciale Jeux Olympiques. Après Rome en 1960, on vous emmène aujourd'hui dans l'Allemagne des années 70. Bienvenue dans le 10e épisode, déjà, du nouveau programme. Alors aujourd'hui, c'est à Munich, capitale de la Bavière, que je vous emmène. Derrière moi, permettez-moi de vous présenter la cité étudiante de l'Ober-Wissenfeld, plus connue sous le nom de Hollidorf, un des héritages les plus surprenants et originaux des Jeux Olympiques de 1972. 26 avril 1966, Munich est sélectionné pour accueillir les Jeux de la 20e Olympiade. Hanté par le souvenir insupportable des Jeux de 1936 à Berlin et des atrocités de la guerre qui a suivi, le pays souhaite en profiter pour se réconcilier avec la communauté internationale et se donner une nouvelle image. Une occasion bienvenue pour la jeune République ouest-allemande de s'ériger en nation crédible et pacifique. Car rappelons que nous sommes alors en pleine guerre froide et que l'Allemagne est un pays divisé en deux depuis presque 20 ans. À l'est, la RDA communiste contient Berlin, elle-même coupée en deux. Mais les Jeux de 72 se déroulent à l'ouest, en République fédérale d'Allemagne, ou RFA. Située au sud de l'Allemagne, Munich est la capitale de l'État libre de Bavière, un des 16 Länder de l'actuel pays. Traversée par l'Isar, un affluent du Danube, la ville s'étend sur 310 km², soit environ 3 fois Paris. Elle compte 1,6 million d'habitants, près du double si l'on prend en compte son aire urbaine. L'ambition de la capitale bavaroise est de faire de cette édition les Jeux de la verdure et de la courte distance. Pour ce faire, la ville va tenter de concentrer au maximum ses installations olympiques autour d'un terrain qu'elle attend d'aménager depuis presque 20 ans, l'Ober-Wissenfeld. Située à environ 4 km au nord-ouest du centre historique, l'Ober-Wissenfeld se trouvait alors encore en périphérie de la ville. D'abord camp d'entraînement militaire, le site vit s'installer en 1909 le premier aérodrome de Munich, qui s'y maintint jusqu'en 1939. Après la guerre, les gravats des décombres de la ville qui avaient été détruites à 45% y seront amassés, créant sur ce terrain à l'origine parfaitement plat, une colline artificielle de plus de 50 mètres de haut. Elle sera érigée sur la partie sud de l'Ober-Wissenfeld, ce dernier étant coupé en deux par le canal du château de Nymphenburg depuis le XVIIIe siècle. Entouré d'importantes emprises industrielles comme les ateliers BMW à l'ouest et une usine à gaz à l'est, ce site est enfin absolument immense, faisant presque 3 km de long et près de 2 de large pour une surface de 280 hectares. C'est depuis 1948 que la ville de Munich souhaite faire de l'Ober-Wissenfeld une zone de sport et de loisirs. Il faudra néanmoins attendre 1965, année où est lancée la construction de cette tour de télévision de 300 mètres de haut, pour que le projet d'un grand complexe sportif y soit enfin élaboré. Ce dernier ne sera finalement pas réalisé, mais servira d'appui à la candidature de Munich aux Jeux Olympiques. Seulement, même très bien aménagé, l'Ober-Wissenfeld ne suffira pas, à lui seul, pour accueillir les 195 épreuves de ces Jeux. Certains sports nécessitant de grandes emprises seront ainsi, pour commencer, installés en périphérie, où sera même construit un parcours de régate de plus de 2 km de long. Ensuite, 2 parcs accueilleront des épreuves ne nécessitant que des aménagements légers et temporaires, tir à l'arc au jardin anglais, dressage au parc du château de Nymphenburg. Enfin, la ville va mettre à profit les pavillons existants de son parc des expositions, situé à proximité immédiate du site de l'Oktoberfest. Ils serviront de site d'entraînement et de compétition et seront complétés par la construction d'une halle supplémentaire et d'un stade de basket 1 km plus loin. Mais c'est bien à l'Ober-Wissenfeld que se trouvera le point central de ces Jeux. Mais avoir un site capable d'accueillir la compétition ne suffit pas, encore faut-il pouvoir s'y rendre. Pourtant, en 1966, les infrastructures de transport de la ville sont encore complètement insuffisantes. La venue des Jeux Olympiques va donc donner un coup d'accélérateur à leur construction.
La ville va ainsi achever à la hâte un boulevard circulaire entourant son centre historique qui en permettra par ailleurs la piétonisation. Une voie rapide, le Mittlerer Ring, viendra pour sa part desservir l'Ober-Wissenfeld en le traversant en plein milieu, complété par un axe le longeant sur son flanc ouest. Après la mise en service de la première ligne de métro de Munich en 1971, la dite ligne olympique, desservant directement l'Ober-Wissenfeld, sera quant à elle ouverte en mai 1972, à peine 3 mois avant les Jeux. Ce n'est pas tout, au même moment, l'achèvement d'un tunnel entre ces deux gares principales permet d'un coup la mise en service d'un vaste réseau de RER, incluant même une ligne spéciale desservant directement le centre olympique. Désormais largement accessible, il ne manque plus qu'à aménager l'Ober-Wissenfeld. Le 1er février 1967, un des plus grands concours ayant jamais eu lieu en Allemagne, est donc lancé pour l'élaboration d'un complexe olympique à l'Ober-Wissenfeld. L'attendu est clair, éviter la monumentalité, montrer par l'architecture que la RFA est une nation libre, généreuse et ouverte. Parmi les 104 projets rendus, c'est celui de l'équipe formée par Günter Benich et ses partenaires qui est retenu. Leur projet consiste à implanter les bâtiments dans des cuvettes creusées dans le sol, leur donnant ainsi une échelle plus humaine et à les réunir sous une toiture tendue continue. Ils prennent modèle sur le pavillon de l'Allemagne, présenté la même année à l'Exposition universelle de Montréal, qui, abrité sous une gigantesque tente conçue par Frei Otto, projetait l'image d'une formidable modernité que les architectes souhaitent développer à plus grande échelle. Un langage totalement nouveau exprimant transparence, retenue et sobriété, une non-architecture qui se veut en harmonie avec la nature et créant un paysage en soi. Ce complexe prend place au sein d'un parc sans clôture conçu avec Günter Ximek, un espace urbain depuis largement approprié par les Munichois, l'Olympiapark. Les bâtiments s'y développent tous au nord du canal, dont le lit a été remodelé pour former un lac artificiel au pied de la colline. À l'ouest de la tour de télévision, une place en surplomb forme le centre de l'Olympiapark, autour de laquelle s'organise stade de 80 000 places, palais des sports et piscine olympique, dont les toitures se rejoignent aux entrées du site. Le reste des équipements nécessaires seront répartis sur toute la surface de l'Ober-Wissenfeld, mais également en dehors, utilisation d'un centre aquatique déjà existant, construction d'un village presse. C'est enfin sur la partie nord de l'Ober-Wissenfeld, de l'autre côté du Mittlerer Ring, que sera construit le village olympique. S'étendant le long de la Lerchenauer Straße, en face du site de la BMW et de son musée construit pour l'occasion, le plan masse du village olympique conçu par Erwin Heinle et Robert Vischer s'organise en 3 sections, alternant bâtiments hauts et bâtiments bas, connectés par de généreux espaces verts. Découpé en 2 zones séparant athlètes masculins et féminins, il est desservi par l'Hélène Meyer Ring où se trouvent commerce, équipements et hôtels. De là partent 3 rues pénétrant le quartier qui sont recouvertes de dalles piétonnes, libérant entièrement le village olympique de l'automobile. Les logements, quant à eux, 3000 dans le village des hommes, se répartissent dans des bâtiments aux typologies très variées, des petites maisons à patio aux bars de 14 étages. La plupart prennent la forme de bâtiments en gradins, offrant de larges terrasses, aux garde-corps surmontés de jardinières. Le quartier est enfin traversé par les Media Lines de Hans Hollein, dont la couleur permet de s'orienter dans le village olympique qui se dit en allemand Olympisches Dorf, régulièrement contracté en Olympiadorf. Ce sont en tout 12 000 personnes, athlètes, entraîneurs et assistants, qui seront hébergés au village olympique. Tandis que les hommes se partageront les appartements que nous venons de voir, jusqu'à 7 personnes par logement, les femmes, pour leur part, auront le luxe d'être logées de manière individuelle dans une série de bâtiments conçus par Günther Eckert et Werner Wirsing. Né le 14 mars 1919 à Gemundern am Main, petite ville du nord de la Bavière, Werner Wirsing arrive à Munich à l'âge de 9 ans à la suite de la mort de son père. L'année suivante, en 1929, il rejoint le Bund Neue Deutschland
un mouvement de jeunesse catholique grâce auquel il voyage à Stuttgart et découvre à l'âge de 12 ans le quartier de Weissenhof, vitrine avant-gardiste de l'architecture moderne. Mais en 1933, le mouvement est interdit et l'art moderne prohibé. Wirsing a alors 14 ans et se promet de devenir architecte. Enrôlé dans l'armée alors que tout ce qu'il voulait était étudié, Werner Wirsing devra attendre 1946 pour enfin pouvoir s'inscrire au cours d'architecture de l'Université technique de Munich. Mais à 27 ans, l'étudiant se sent déjà trop vieux et cherche donc à travailler le plus vite possible. En 1948, un an avant d'obtenir son diplôme, Wirsing se voit ainsi offrir l'opportunité de réaliser son premier projet, la résidence pour étudiants et jeunes travailleurs de Maßmannplatz, qu'il développe en collaboration avec Grete Ferber, avec laquelle il fonde son agence, puis se marie l'année suivante. Ce projet marquera le début d'une carrière largement tournée autour de l'habitat minimal et du logement étudiant. En 1955, Werner Wirsing fait la rencontre de Günther Eckert, avec lequel il conçoit la résidence étudiante Internationales Haus. Une collaboration que les architectes renouvelleront bientôt à l'Oberwiesenfeld. C'est dès 1961, bien avant la candidature de Munich aux Jeux Olympiques, que le Studentenwerk, équivalent du Crous en France, charge Günther Eckert et Werner Wirsing de concevoir une résidence étudiante à l'Oberwiesenfeld. Mais leur projet, qui tarde à se concrétiser, finit par prendre une tournure inattendue lorsque Munich est sélectionné. Les architectes sont alors contraints d'abandonner une grande partie de leur projet pour l'adapter au nouveau plan masse du village olympique. Devenu, vous l'avez compris, le village des femmes le temps des Jeux, leur cité étudiante se compose de près de 2000 logements répartis en 3 ensembles qui ont aujourd'hui tous été réhabilités, c'est l'Ohlidorf. À l'est, 801 studios empilés dans une tour de 19 niveaux forment une résidence verticale conçue par Günther Eckert, également auteur de la cantine des athlètes, devenue le centre communautaire réunissant les services nécessaires à la vie étudiante. Au nord ensuite, Werner Wirsing réalise 118 appartements pour étudiants mariés répartis dans des immeubles à gradins qui surplombent les 800 autres logements étudiants qu'il réunit dans une cité horizontale. Car alors que Günther Eckert souhaitait développer une typologie de gratte-ciel étudiant, ce qu'il a fait, Wirsing, pour sa part, voulait réaliser des logements proches du sol, s'inspirant des travaux de l'Autrichien Roland Reiner, à qui il rend visite pour l'occasion. S'étendant sur 300 mètres de long, la cité étudiante de Werner Wirsing prend ainsi la forme de 66 micro-bâtiments rigoureusement alignés d'ouest en est, constituant une nappe serrée, s'élevant à peine à plus de 4 mètres au-dessus du sol. L'épaisseur de 8,50 m de ces bâtiments se réduit à 5,25 m à l'étage, marquée par une succession de terrasses séparées par des refends perpendiculaires aux façades, qui correspondent chacune à un logement. Chaque bâtiment est ainsi constitué de 4 à 24 appartements placés dos à dos. Disposés en rangées jamais trop longues, 50 mètres maximum, ces bâtiments sont enfin décalés les uns par rapport aux autres, de manière à éviter la monotonie. Dans l'intention de concilier logement individuel et vie en collectivité, Werner Wirsing conçoit ces logements comme de véritables mini-maisons mitoyennes. Elles sont d'ailleurs aujourd'hui désignées sous le terme de bungalow, l'ensemble ayant gagné le surnom de Bungalowdorf, le village des bungalows. Comme dans une maison donc, chaque logement se trouve en contact direct avec l'espace public. Ils ouvrent ainsi tous sur des allées de 2,30 m de large, dont l'étroitesse permet de leur donner un caractère intime, et de part et d'autre desquelles les bâtiments se font face. Ces allées sont distribuées de A à X, les appartements étant quant à eux numérotés du sud vers le nord. Ces allées sont ensuite recoupées de passages diagonaux plus larges qui, recouverts de pergolas, ouvrent de nombreuses perspectives à travers le quartier. Les décalages induits dans la trame créent une multitude de petites places qui prolongent l'espace domestique par des lieux collectifs. Pour finir, un chemin ayant la largeur d'une rue traverse le quartier de part en part, le long duquel se trouvent abris à vélo et boîtes aux lettres, et qui atteint son caractère le plus urbain à la Marienplatz, située
en son centre. Nommée en référence à la place principale de Munich, où se trouve son hôtel de ville, la Marienplatz constitue le point central de Lollidorf. Point de rendez-vous incontournable, la Marienplatz dispose par ailleurs d'un kiosque mis à la disposition des associations étudiantes où leur est notamment accessible le matériel nécessaire à la peinture de leur façade. Recouvertes de fresques réalisées par les étudiants eux-mêmes, les façades de Lollidorf en font une véritable galerie à ciel ouvert. Plus que de les autoriser, le Studentenwerk encourage même les étudiants à s'approprier leurs façades, prolongeant le souhait de l'architecte de permettre à chacun de s'exprimer dans un logement individuel. Ceux-ci sont également incités à planter au pied de leurs façades ou le long des allées, des bancs de gravillonnés ont été prévus. Elles ont permis à une époque d'accueillir une végétation foisonnante qui n'existe plus aujourd'hui. Car les bâtiments que l'on trouve aujourd'hui au Bungalowdorf ne sont pas tout à fait ceux qui ont été construits pour les Jeux Olympiques. En effet, nous en verrons plus tard la raison, il ne subsiste aujourd'hui que 3 des bâtiments d'origine. Conçus puis construits entre 1968 et 1972, les bâtiments d'origine étaient constitués de panneaux de béton préfabriqués montés directement sur le chantier. Ils permettaient de constituer en un rien de temps un cube de vie sommeil-étude d'environ 4 mètres de côté, 4,20 mètres à l'entraxe des refends, de 21 mètres carrés habitables et facilement réplicables. En façade, accompagnée d'une fenêtre carrée de 60 cm de côté, la porte était placée en plein milieu. Celle-ci menait à une petite entrée, distribuant d'un côté une garde-robe éclairée par la fenêtre carrée, de l'autre une salle de bain assez particulière. Celle-ci prenait en effet la forme d'un module intégralement en plastique, intégrant tous les équipements nécessaires d'un seul tenant, c'est le bloc humide conçu par Günther Eckert. Séparant l'entrée de l'espace de vie, une cloison colorée de l'une des couleurs olympiques fabriquait l'ambiance du rez-de-chaussée qui accueillait du mobilier modulable, incluant un lit banquette conçu spécialement pour l'occasion. Adossée à la salle de bain, une kitchenette était accompagnée d'une tablette pliable, la 3e marche d'un escalier en bois aménagé en palier permettant par ailleurs à l'étudiant de s'y asseoir. Surplombant cet espace de 16 mètres carrés, un plateau ajoutait près de 5 mètres carrés dédié à l'étude et ouvrant sur une terrasse de 6 mètres carrés via une baie vitrée prenant toute la largeur du bungalow, éclairant par une double hauteur l'ensemble du logement. Servus, ich bin Tina, ich bin 23 Jahre alt und studiere an der Technischen Universität in München Gesundheitswissenschaften. Ich wohne jetzt hier seit 2022 in der Reihe D wie Dora 20. Also wenn man reinkommt, ist eigentlich direkt noch eine zweite Tür vor mir, die ich aber meistens offen habe. Habe ich mein kleines Badezimmer, der durch diese blaue Tür quasi abtrennbar ist. Dann kommt man eigentlich in diesen Hauptraum, den ich als Wohn- und Gemeinschaftsraum nutze, mit offener Küche, offenem Treppengeländer. Genau, dann die offene Treppe und oben habe ich mir dann quasi mein Schlafzimmer eingerichtet mit einem großen Doppelbett und einer Fensterfront mit Zugang zum Balkon. Also was ich am meisten hier liebe, ist die Aufteilung, dass ich eigentlich meinen Schlafbereich habe in einem extra Stockwerk. Daher, dass man halt die Treppe hoch und runter gehen kann, dass das einfach alles so ein bisschen abgetrennt ist. Hier zum Beispiel viel zu sitzen auf der Treppe oder jeder bringt dann oft auch Stühle mit, wenn wir Nachbarn zusammenkommen. Und am allermeisten hier liebe ich die Terrasse, also gerade im Sommer. Klar, er ist einfach alt, aber ich persönlich liebe es total. Einfach immer total close zu seinen Nachbarn, was eine brutale Möglichkeit gibt, sich gegenseitig zu vernetzen. Ist eine große Familie hier, man ist eine Gemeinschaft. Es sind total viele Feste hier. Gerade für mich, also hat es einen großen Stellenwert, als Sportlerin selber in so einem alten Bungalow zu wohnen, der einfach zu der Zeit von den Olympischen Spielen für Sportler genutzt wurde. Construits un peu trop vite pour les Jeux Olympiques, les bâtiments du Bungalowdorf ont malheureusement souffert d'une dégradation prématurée qui les ont rendus presque obsolètes à peine 35 ans après leur livraison. Pour résoudre le problème complexe de leur rénovation, les architectes du Bogewich Bureau, Ritz Ritzer et Rainer Hoffmann, qui a d'ailleurs vécu à Lollidorf lorsqu'il était étudiant,
ont alors été sollicités en 2006. Afin d'y parvenir avec un maximum de soins, ces derniers invitent Werner Wirsing, qui avait alors 87 ans, à participer au projet. Après l'étude de plusieurs solutions, il apparaît beaucoup trop coûteux de rénover minutieusement chaque bâtiment. En accord avec Werner Wirsing, le Studentenwerk et les architectes du Bogewisch Bureau décident finalement de démolir le Bungalowdorf pour le reconstruire presque à l'identique. Presque, car pour répondre à la forte demande de logements étudiants, les architectes auront pour mission de le densifier. Mais pour ce faire, Ritzer, Hoffmann et Wirsing vont devoir se soumettre à l'Office des monuments historiques qui impose 3 conditions. D'abord, les caractéristiques urbaines du quartier devront être strictement respectées. Ensuite, malgré la densification, la longueur et la hauteur des bâtiments ne devra pas changer de manière sensible. Et enfin, ces derniers devront être construits comme à l'époque, avec des éléments préfabriqués en béton brut apparent. La solution que trouvent les architectes est de réduire l'anthrax de la cellule à 3,15 m, au sein de laquelle ils parviennent à atteindre une surface habitable de 18 m² en supprimant la double hauteur. En façade, la porte d'entrée est désaxée sur le côté, tandis que pour compenser la perte d'éclairage, la fenêtre carrée est agrandie et une autre rectangulaire est ajoutée. Pouvant être fumées de l'intérieur pour plus d'intimité, celles-ci sont devenues de véritables vitrines pour les étudiants, ajoutant à la peinture des façades un élément supplémentaire à leur appropriation des bungalows. À l'intérieur, la salle de bain est poussée à l'arrière du logement, accompagnée de la kitchenette qui s'y encastre partiellement. L'espace sous l'escalier, qui est désormais plus étroit, est quant à lui mis à profit pour du rangement, tandis que la hauteur sous plafond de 2,10 m a été partiellement rehaussée. L'étage, dorénavant pensé comme une chambre et dont l'aménagement est plus flexible, est séparé de l'escalier par une cloison épaisse, formant une étagère. Seul élément inchangé, les bungalows ouvrent bien sûr toujours sur une large terrasse. Démarrée en juillet 2008, la démolition des anciens bâtiments sera suivie de très près par la construction des nouveaux, dans un chantier qui ne s'étalera que jusqu'en mai 2010. Un prototype avait même été présenté dans le quartier, attisant la curiosité de ses habitants qui se le sont depuis largement réappropriés. I'm Omaima, I'm from Tunisia, I'm 24 years old, I'm studying molecular biotechnology. I've been living here since 2 years and mine is T15. Downstairs it's more like a chill space. There's the kitchen, the toilet after it, and then there's the upstairs, which is where the bed, where my desk is, where I spend the time of productivity, let's say. It was the first time for me what I felt like I can build my own home here. As a student, you have 2 floors. You have a vibrant student life. In the Alte Mensa, there is Lesesaal, which is like a library. We have also the Waschräume, which is where we wash our clothes. We have the Oli Disco, Oli Lounge. There's also like small bureaus, which are dedicated for the clubs. We have the Bierstube, which is the bar for us. There is Werkstatt. You can use all the machines, you can learn how the student's life is organized. It's mainly clubs. For example, I'm now the president of the International Committee of Ollendorf. As a student, you're allowed to stay here for 3 years. Either you get extension, sometimes like we just sit together and we say, do you know that we live in an Olympic village and do you know that we live in Olympiadorf? I'm just feeling so grateful to be here. Décidée bien en amont des Jeux Olympiques, la cité étudiante de l'Ober-Wissenfeld sera même livrée assez tôt pour être occupée par des étudiants un semestre avant les Jeux. Ouverts le 26 août 1972, ces derniers, qui se voulaient une célébration de paix, finiront tragiquement entachés par une prise d'otage, une sombre histoire qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Encouragé dès le début, c'est bien la participation active des habitants de Lollidorf qui fera de cette résidence étudiante un lieu exceptionnellement vivant et animé. Une durabilité conceptuelle réitérée 2 fois et qui fait la force du projet de Werner Wirsing. Celui-ci, qui réalisera au cours de sa carrière des milliers de logements étudiants, mais pas que, verra son œuvre reconnue et récompensée par de nombreux prix. L'architecte perdra la vie à la suite d'une longue maladie le 29 juillet 2017, à l'âge de 98 ans.
Son projet restera l'un des points incontournables du village olympique de Munich, au sein d'un Olympia Park devenu symbole de la ville et désormais candidat au classement à l'UNESCO. C'est ainsi que s'achève cet épisode munichois, deuxième de notre tour d'Europe, des villes qui ont accueilli les JO dans la seconde moitié du XXe siècle. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir notre épisode précédent sur les Jeux de 1960. Vous y découvrirez un bâtiment exceptionnel conçu par Pier Luigi Nervi et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison. Bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, partagez cette vidéo et soutenez-nous sur Tipeee, en échange de quoi nous vous offrirons les stickers dessinés par Mina Malin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en 1992 à la découverte des Jeux Olympiques de Barcelone pour le prochain épisode du nouveau programme.